À Kiev, on pleure, on crie, on serre les dents. L'Ukraine est de nouveau sous une pluie de frappes russes et cette fois Moscou a décidé de punir Zelensky parce que Zelensky veut maintenir la guerre. Après une dizaine de jours de relatif silence, la Russie est revenue en force et selon plusieurs sources, les dégâts seraient encore plus lourds que prévu. Résultat, les Européens se sont mis en rang serré derrière Volodymyr Zelensky sans débat, sans hésitation, presque comme des élèves rappelés à l'ordre par le proviseur. Samedi 27 décembre 2025, une frappe massive a visé Kiev et plusieurs autres régions pendant que Moscou annonçait fièrement avoir pris deux villes stratégiques dans l'Est, Gouliapolye et Minograd. Ce qui a vraiment fait trembler les Européens, ce ne sont pas seulement les explosions, mais c'est la nature même des frappes. La Russie a frappé les dépôts de munitions, les convois d'armement occidentaux et surtout les infrastructures énergétiques, par exemple centrales thermiques, lignes d'alimentation et le tout en plein hiver. Résultat, des millions d'Ukrainiens plongés dans le noir. Pas de lumière pour eux signifie pas de chauffage. C'est bien plus qu'un drame à ce niveau. D'où les cris et les hurlements. Évidemment, du côté de Bruxelles et de Paris, la colère est montée au plafond. Emmanuel Macron et la Commission européenne ont dénoncé avec vigueur ces frappes, parlant de stratégies délibérées pour casser la résistance ukrainienne. Logique. Les chiffres donnent le vertige. Plus d'1 million de foyers privés d'électricité à Kiev et aux alentours. L'entreprise DTEC, le principal opérateur privé, parle de 700 000 clients touchés dans la capitale et 400 000 dans la région. On comprend vite l'idée, c'est d'isoler Kiev. Parce que c'est le cerveau politique et militaire du pays. Donc on coupe le Wi-Fi en gros avant une réunion importante. Sauf que là, ce n'est pas drôle du tout et ce n'est pas quelque chose qui s'arrange en quelques secondes. Pendant ce temps, Moscou ne se contente pas de bombarder. La Russie annonce avec satisfaction la prise de Minograd dans le Donetsk, anciennement Dmitrov, et de Gouliapolye dans la région de Zaporizhzhia. Ces victoires tombent pile au moment où Zelensky arrive en Amérique du Nord pour rencontrer Donald Trump et vendre un nouveau plan de paix, entre guillemets. Sauf que du côté russe, c'est clair. Tant que leurs intérêts légitimes ne sont pas dans l'équation, toutes ces propositions vont finir directement à la corbeille. Et maintenant, avec la tentative de frapper la résidence de Vladimir Poutine, la Russie a prévenu qu'ils allaient encore corser les négociations. Vladimir Poutine suit personnellement le dossier, comme un chef d'orchestre qui surveille chaque note de sa symphonie guerrière. Il surveille chaque dossier. On a vu à maintes reprises ici comment il passe sur le terrain pour vérifier si X ou Y se passe correctement. Macron, lui, voit dans ses frappes la preuve que la Russie n'a aucune intention de mettre fin au conflit. Selon lui, pendant que l'Ukraine parle de paix durable, Moscou parle de missiles offensifs et de pression totale. C'est Emmanuel Macron qui le dit, gardez ça en tête. Il l'a dit lors d'un échange avec les dirigeants européens et Zelensky qui, au moment de l'appel, se trouvait au Canada avant son rendez-vous crucial avec Trump. En réalité, ce qui se joue là ressemble plus à une opération chirurgicale très froide, comme si on essayait de couper en fait les nerfs vitaux d'un corps. En isolant Kiev, en privant le pays d'énergie, la capitale d'énergie, en frappant les points stratégiques, la Russie en fait cherche à empêcher toute réaction organisée, à paralyser l'État ukrainien de l'intérieur. C'est une guerre où l'électricité, les câbles, les centrales et les villes deviennent des champs de bataille autant que les tranchées. C'est comme ça que dans cette escalade, les Européens ont littéralement ordonné à Kiev et supplié la Russie d'accepter un cessez-le-feu autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Rappelons-le, cette centrale, c'est la plus grande d'Europe. Elle est sous contrôle russe depuis 2022. Ce sont les forces russes qui décident des accès, des réparations et de la sécurité. En clair, Moscou tient entièrement les clés du site. Et on dit bien la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Et donc là, ce n'est pas un terrain de jeu. La moindre erreur peut rayer de la carte toute une région entière du continent européen, du moins, du continent eurasiatique. Voilà pourquoi même en pleine guerre, même entre ennemis jurés, personne ne plaisante avec cette centrale nucléaire, puisque les dégâts vont toucher littéralement tout le continent. Ces derniers temps, la centrale a été ciblée par plusieurs bombardements. Malgré le contrôle russe, Kiev a continué à frapper la zone, accusant ensuite Moscou d'être responsable de ces frappes-là. Donc, ils sont responsables des frappes d'une zone qu'ils contrôlent. Bravo. Une stratégie dangereuse parce que toucher un site nucléaire, ce n'est pas comme abîmer un pont ou un dépôt militaire. De son côté, la Russie répond par des représailles militaires aussi, mais sans viser directement la centrale, consciente des risques mortels du nucléaire. Face à une situation qui est en train de devenir totalement folle, en train de s'empirer, les deux camps
ont accepté une pause nerveuse, une trêve fragile annoncée par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a bataillé très dur pour calmer en fait le jeu autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Cette trêve n'est pas une trêve comme les autres. On parle de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Si ça dérape là-bas, on ne va plus parler de diplomatie, mais on va parler de catastrophe à l'échelle continentale. L'objectif de cette pause donc est simple et uniquement sur la zone de Zaporizhzhia. Elle est très simple mais vitale. Réparer les lignes électriques endommagées. Point. Ces lignes, c'est la respiration de la centrale. Si elle reste détruite, il y aura un risque d'incendie, de défaillance et donc forcément de libération de radiation. Bref, il faut rétablir ce minimum vital pour éviter un scénario digne d'un film apocalyptique. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, insiste d'ailleurs. Il faut reconnecter la centrale nucléaire à la centrale thermique de la région. Sans cette connexion, l'énergie accumulée peut devenir incontrôlable et donc provoquer une explosion d'une puissance inimaginable. Ce cessez-le-feu technique est donc une décision rare, arrachée malgré les accusations, les tirs et les méfiances totales entre Moscou et Kiev. Donc l'Europe a dû intervenir du côté de Kiev et leur demander d'arrêter ça et très vite. Et ensuite a dit à la Russie, s'il vous plaît, là-bas vous savez que c'est dangereux. La Russie, consciente des dangers, a donc dit ok, là-bas il y aura une trêve, on répare les choses et on poursuit la guerre sur d'autres fronts. Et même en pleine guerre, ces gars savent une chose. Tout le monde sait au moins ça. Avec le nucléaire, on ne joue pas aux héros. Une petite erreur, et ce n'est pas seulement l'Ukraine qui pleure, c'est toute une partie de l'Europe qui disparaît de la carte. Cet accord, le premier du genre, depuis 2022, montre à quel point la situation est grave. Il n'est pas impossible que ça reste un accord local limité à Zaporizhzhia. Peut-être aussi que ça va servir de modèle pour d'autres zones, jusqu'à ouvrir la porte à des discussions plus larges sur la guerre. En tout cas, pour l'instant, le gain est immédiat, parce que c'est la réduction du risque d'un accident nucléaire majeur, ce qui inquiète aussi bien l'Europe que la Russie. C'est aussi un souffle d'air pour les réseaux électriques locaux qui sont constamment attaqués. L'Agence internationale de l'énergie atomique renforce ainsi son rôle de pompier technique du conflit, même si politiquement elle n'a aucun pouvoir pour imposer la paix. Reste à voir si l'Ukraine va respecter vraiment cet accord. Parlant de l'Ukraine, je parle des Européens plus largement, vu que le régime ukrainien est sous leurs ordres. Donc, maintenant, voilà Volodymyr Zelensky qui a rencontré Donald Trump. Officiellement, Zelensky dit vouloir la paix. Mais dans la réalité, ce qui l'intéresse surtout, ce sont les garanties de sécurité. Pas seulement pour l'Ukraine, mais pour lui-même, personnellement en tant qu'individu. Et il ne demande pas une petite assurance vie politique. Il veut 50 ans de garantie, 50 ans de protection. C'est-à-dire, le gars, il voit loin. Les États-Unis annoncent qu'ils sont prêts à discuter des garanties à très long terme. Au départ, Trump et Zelensky s'étaient attendus sur 15 ans de protection après l'accord de paix. Mais après réflexion, il est rentré dans sa chambre, il a réfléchi, dit non, j'ai bien réfléchi. Zelensky a fait comme quand on signe un contrat et qu'après on dit non, finalement j'aurais dû demander plus. Maintenant, il veut 50 ans. Le temps que Poutine disparaisse, que l'équation où le monde oublie totalement en fait ce qui s'est passé en Ukraine. Autrement dit, il veut dormir tranquille jusqu'à sa mort et même après. Zelensky a 47 ans, donc dans 50 ans, il aura largement vécu. Et ça, c'est s'il n'est même pas mort avant, de cause purement naturelle ou différemment qu'un assassinat ou un truc spécifiquement contre lui. Vraiment, 50 ans à un gars de 47 ans. Donc si tout se passe bien, il aura 97 ans. Même si vous l'arrêtez à l'âge, là, vous aurez pitié d'un vieillard. Selon les informations disponibles, Donald Trump a donc accepté d'étudier cette demande totalement inédite, une première d'ailleurs dans l'histoire diplomatique moderne. Un premier accord sérieux existait déjà, comme je disais, 15 ans renouvelables, avec protection de l'espace aérien, coopération militaire, système de surveillance, bref, tout un dispositif de sécurité. Mais désormais, Zelensky ne veut plus entendre parler de renouvelables. 15 ans renouvelables, donc après 15 ans, il devra encore négocier. Non, il ne veut plus ça. Pourquoi on ne sait pas quel président dans le futur lui dise non? Il veut une durée fixe, nette, affichée, gravée, 50 ans, sinon rien. Ces garanties incluent aussi un élément très sensible, la sécurité personnelle de Zelensky après son départ. Parce que lui-même sait qu'après la guerre, il n'y aura pas que des fleurs et des applaudissements pour lui. Il n'y aura même pas ça du tout. Donc il craint un règlement de compte, de la vengeance politique, ou pire. Et là encore, les États-Unis ont déjà fait ce genre de choses. En Colombie, en Afghanistan, dans les Balkans, ils ont protégé certains dirigeants qui avaient trahi leur patrie pour se mettre au service de l'Empire américain. Mais jamais longtemps, ils les ont protégés jamais longtemps et tous ont toujours mal fini. D'ailleurs, c'est un signal. Ces garanties deviennent donc la clé indispensable pour que Zelensky accepte une paix qui pourra redessiner les frontières et lever la loi martiale en Ukraine. Moi, ce qui me fait rire en fait avec Zelensky, c'est qu'il pense qu'on va le traiter différemment des autres.
Je m'explique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont signé quelque chose, n'est-ce pas, c'est l'Occident qui a trahi sa parole. Et ils pensent là maintenant que c'est en signant quoi que ce soit, avec qui que ce soit, que l'Occident ne va pas trahir sa parole à un moment donné. En fait, je trouve ça très amusant de croire parfois qu'on est différent. Non, oui, mon cas est spécial. Moi, Zelensky, mon cas est spécial. Quand on va signer, ils vont réellement respecter ce qu'ils signent là. Ils n'ont pas de parole. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Bon, tu signes. Qu'est-ce qui les empêche malgré tout de te laisser livrer à toi-même? Rien. Tu vas dire quoi? Vous avez signé. Tu dénonces à qui? Les instances internationales, les mêmes qu'ils possèdent. Réfléchis. À une époque, Washington avait refusé ce genre d'engagement. Ce qui avait poussé Zelensky à casser les négociations, du moins, avait été la justification pour casser les négociations. Cette fois, il veut encore bétonner l'avenir en demandant 50 ans. Il veut éviter l'effet Afghanistan, l'effet Géorgie ou même l'effet de l'oubli médiatique. Il a peur qu'un futur président américain lui dise l'Ukraine. C'est quoi ça? On a d'autres priorités. Donc son objectif est simple, attacher le destin de l'Ukraine aux États-Unis, au-delà de Trump, au-delà d'un mandat, au-delà même d'une génération politique. On parle d'un engagement qui va couvrir presque 3, voire 4 générations de dirigeants. Donald Trump, lui, dit qu'il va examiner tout ça. Traduction, le dossier est sur la table, mais l'histoire, elle, continue de s'écrire. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.